John Harbaugh. Pour tout le monde, il est l'un des entraîneurs les plus anciens de la ligue, un des plus respectés aussi. Mais derrière les apparences, cet homme a gâché le talent d'un quarterback, spoilé les espoirs d'une franchise et détruit le moral de millions de supporters. Pendant des années, il a su échapper à la justice jusqu'à ce jour de septembre 2025 où son incompétence est apparue au grand jour. Dans cet épisode, je vous propose de revivre l'enquête et d'en tirer les conclusions. Pour m'accompagner dans cet exercice, maître Corbeau Benjamin, maître Corbeau Clément, bonjour messieurs. Bonjour. Ah là, c'est de l'intro compétitif plus plus. C'est avec ça, on va pas chercher le million le million de vues sur la vidéo. Je sais plus ce qu'il faut faire. Exercice très difficile de tenir le roleplay. Faites entrer l'accusé, épisode 1, on est en 5e semaine de NFL, les Ravens sont à 1 victoire et 3 défaites, et on sort d'une défaite 20-37 contre les Kansas City Chiefs, sur laquelle j'ai pas tellement envie de revenir personnellement. J'ai l'impression qu'il y a pas grand chose à tirer de ce match, plus on va dire une prise de recul sur l'état de la franchise au jour J. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Ouais, rien de bon à en tirer pour moi non plus. Revenir dessus ne serait que plus douloureux. On va tenter de le faire une analyse à froid, même si on a le sang bien chaud encore. Et on va essayer d'être le plus objectif possible et d'être le moins impoli possible. Commence par le dur. Namdi Madabuke, blessé à la nuque, saison terminée, peut-être sa carrière même. Lamar Jackson, Roquan Smith, blessé aux ischios pour une, voire à mon avis plusieurs semaines. Humphrey, blessé au mollet pour plusieurs semaines aussi. Wiggins, blessé à l'épaule. On a Broderick Washington aussi qui est blessé, je crois que c'est à la cheville, il est sur injury reserve. Stanley, la cheville aussi, la même que la fameuse cheville qui l'a poursuivi quelques années. Et puis toujours Van Noy, Patrick Card et Travis Jones qui sont incertains. On sait pas trop où va l'état de leur blessure. Bon, Ricard, on connaît l'histoire, hein, la gestion à la Ravens. Non, non, ça va revenir semaine prochaine, puis dans 2 semaines, ils annoncent fin de saison. On la connaît trop cette histoire, on la connaît malheureusement trop. Exactement, Jair Alexander aussi qui est toujours en train de se remettre en football shape, je cite. Et bon, au total sur le roster, ça fait 16 joueurs blessés. Et j'ai l'impression que c'est même pas le problème principal. Oh que non! Si nos problèmes avaient démarré au moment des blessures, on le saurait alors, ouais. Pensez à Madabuke qui est un super joueur et qui, là, a une blessure à la nuque, sur les postes de ligne encore plus, c'est peu rassurant. S'il revient déjà après cette saison, moi je serais déjà très content. Ouais, à mon avis, c'est peut-être. Je crois que Zakor, c'est le problème qu'il avait eu, hein. Problème de Après nuque. la nuque, ça peut C'est être vrai que ouais, c'est vrai. tout et n'importe quoi donc mais bon, déjà je savais même pas qu'il avait une nuque, Madabuke, je pensais qu'il avait une tête qui était posée sur les épaules directes, tellement il est épais le garçon mais c'est flippant et surtout que c'était un des rares qui performait depuis le début de saison, qui tenait son rang, qui apportait de la pression et un peu de stats, parmi tout ce cimetière de défenseurs. Ouais, après les déclarations d'Arbo en conf de presse, c'était pas hyper rassurantes parce qu'il a dit qu'il allait le laisser s'exprimer lui-même sur sa blessure. Ça sent l'annonce de fin de carrière, prématurée, je pense. Enfin, je sais pas, j'espère vraiment me tromper, quoi. Non, mais bon, en général, c'est vrai que si quand on commence à dire que c'est le joueur directement qui s'exprime au public, ça sent pas bon. Ouais, quand il a dit: j'ai pas la green light pour vous dire, ce qu'il en est exactement. Alors Carbo, généralement, quand tu as les croisés, il dit: «Dans 2 3 semaines, tu reviens». C'est pas des plus rassurants. Bon, messieurs, la dernière fois que les Ravens ont commencé à une victoire, pardon, et 3 défaites, c'était en 2015. C'était un peu un début de saison similaire avec énormément de blessures, dont Joe Flacco à l'époque. Petite question trivia pour vous, est-ce que vous connaissez le bilan des Ravens à la fin de cette saison 2015? 5-11. Parfait. On peut pas le piéger, ce Ben.
Ryan Mallett. Paix à son âme. Donc j'ai l'impression qu'on va un peu bouleverser le déroulé habituel du podcast. Là, on passe en mode cellule de crise. On va pas tellement revenir sur le match contre les Chiefs. Je pense on aurait pu faire forfait si c'était autorisé en NFL au bout du troisième quart-temps. Donc on va plutôt parler de l'état de la franchise à la 5e semaine. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Et ma question, elle est très simple pour vous deux, messieurs. Qui sont les premiers à aller sur le banc des accusés? Bah, t'en as déjà amené un et ouais, c'est le principal, hein. Tu as déjà amené un, et après, faut prendre toute une pelletée du coaching staff et tous les mettre au même niveau. Il y a pas de fumée sans feu et là, vu les résultats qu'on a et vu ce qui s'est passé lors du dernier match, je pense que les accusés, on les a vite trouvés. On prend le responsable des responsables, après on prend les responsables, et après on prend les sous-fifres des responsables. Donc, head coach, coordinateur, joueur. Il y a pas aujourd'hui, il y a pas un coupable unique. Il y a une multitude de coupables à tout niveau qui fait qu'on arrive à démarrer avec ce putain de roster, qui est quand même globalement, très solide, à un démarrage de saison à 1-3. Alors certes avec le calendrier qu'on connaît, hein, qui était pas des plus simples, mais là clairement on est sur la bonne route. Bah, on peut commencer tout de suite par le capitaine du navire, John Harbaugh, qui est en train de couler avec le navire. Heu, allons-y, rentrons dans le dur. Qu'est-ce qu'on a à lui reprocher? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Alors moi Qu'est-ce qu'on espère pour lui? je vais commencer par une comparaison très poétique, qui va plaire à tous les esthètes de cette chaîne. Harbaugh, c'est la vraie sensation du verre de trop. Tu vois, quand tu es en soirée, que tu as déjà bien picolé et que tu as Eric Dacosta qui vient et qui dit: «Allez, un petit dernier, tu peux c'est moi qui te l'offre». Et ben là, on est clairement tu résistes pas, donc tu le prends et celui-là, il te fait très mal. Et ben Harbaugh, c'est exactement ça, c'est la saison de trop, le verre de trop, le trop de trop. Ça fait plusieurs années qu'on se dit, «Ah, ce serait peut-être pas mal, qu'on change. Ah ouais». On a raté, je pense, la 1re croisée des chemins avec McDonald's, où là, on avait un mec qui avait une vraie identité Ravens, qui avait le charisme pour, qui fait un démarrage de carrière en head coach qui est pas dégueulasse. Après, à Seattle, il a pas non plus, une équipe contender, dans les mains, mais c'est assez cohérent ce qu'il fait. On a voilà, il avait transformé la défense, il en avait fait une machine de guerre. Il avait des idées, il était jeune. On est passé à côté. Bon, maintenant on reviendra plus dessus, c'est trop tard. Mais là, vraiment, John Harbaugh, il semble complètement dépassé. Il semble plus être dans l'air du temps. Il semble, avoir alors là, c'est une perception personnelle, mais d'avoir perdu son vestiaire. Moi, je vois pas des joueurs qui prennent la défense, du coaching staff, qui prennent, la défense de Harbaugh et cetera. Je vois, une distance qui s'est créée, je vois plus de connexion qu'il pouvait avoir avec Lamar. Je pense que Lamar, il est comme tout le monde, il sent que les années passent et que, il se retrouve avec une équipe qui a les mêmes problèmes. Il est pas exempt de tout reproche Lamar, hein, il fait pas un super match contre Kansas City, il fait des décisions, qui sont à chier, mais globalement, depuis le début de saison, c'est le meilleur marqueur de TD de la ligue. Il a un ratio passe TD et interception qui est quand même plus qu'honorable. Mais je pense que c'est comme tout là, tu sens que le mec il arrive à 28-29 ans, il se dit c'est maintenant ou jamais. Et bah on le pense un peu tous, hein, on est en train de gâcher le prime de Lamar Jackson. Et le principal responsable de ça, c'est John Harbaugh. C'est John Harbaugh déjà à l'époque, quand il a mis du temps à dégager Greg Roman, et c'est John Harbaugh aujourd'hui qui est plus du tout capable de s'adapter. Et on parlait de son face cam à chaque fois, mais j'ai l'impression que je le vois. Alors peut-être que pareil, c'est ma colère qui fait que je vois mal la réalité, mais c'est cette face de Harbaugh qui comprend pas, qui est désabusé, etc. Et ben j'ai l'impression que je la vois de plus en plus par match, et pas qu'une fois par match sur un challenge ou un truc. Là, complètement, le John Harbaugh qui allait s'embrouiller avec les Titans
qui marchait sur son terrain et cetera, j'ai l'impression que ce mec-là, il est parti. C'est plus le même, il a plus l'aura qu'il pouvait avoir avant. Là, tu as l'impression qu'il subit tout et un head coach qui subit, c'est pas un head coach qui va gagner un Super Bowl. Ouais, je suis assez d'accord, il y a cet éternel débat, coach quarterback, tu sais, enfin vous savez Belichick, Brady, Mahomes, Andy Reid et cetera. Je pense que dans notre cas, la question elle se pose même pas une seule seconde, quoi. C'est Harbaugh qui était déjà sur, le siège éjectable en 2018. On draft Lamar sauve la saison, suite à la blessure de Flacco et il sauve Harbaugh avec, en fait. Parce qu'il relance l'équipe. Harbaugh, il surfe sur son titre de 2012 et encore une fois, 2012, faut se rappeler du contexte, hein. Pour ceux qui regardaient, jamais on doit passer Denver, en vrai de vrai. Il y a il y a quand même, je pense que Harbaugh a un plafond de verre qui n'arrivera jamais à dépasser et qui a été sauvé par un Joe Flacco, qui pouvait lancer les yeux fermés en 2012 sur la période des playoffs et que ça finissait forcément dans les mains d'un receveur et sur des faits de jeu qui ont réussi à lui faire passer ce titre de conférence, ce titre de division. Mais en soi, pour moi, c'est un entraîneur qui a ses limites, qui sont certes hautes, hein, c'est des hauts standards, mais pour un Super Bowl, bah, c'est pas suffisant. Et surtout, encore une fois, quand on lui a aligné un roster comme il a aujourd'hui, je trouve qu'il l'exploite pas. On pourra, je sais pas si je l'impulse sur lui ou sur le coordinateur Keaton Mitchell, qui soit inactif depuis le début de saison. Quand on voit l'utilisation de Rachid Ali, quand on voit que quand même Keaton Mitchell, c'est un mec qui est capable de retourner des kicks. C'est un game changer, c'est un mec qui peut que t'apporter du big play. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Moi, c'est que je ne comprends pas. Alors oui, Arbo, c'est l'amour des special teams, etc. Special teams, c'est pas les mêmes qu'il y a 30 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 10 ans. Les règles, elles évoluent tous les ans. Et aujourd'hui, l'impact d'un retourneur, bah, quand tu as déjà Wesley, comment merde, j'ai plus son nom, C'est Wester. Wester, le rookie, tu as du Justice Hill, tu as du Tylen Wallace, tu te prives d'un Quinton Mitchell parce qu'il apporte pas ça en special team. Ça va, tu laisses 5 linebackers dans ton roster actif parce qu'ils peuvent jouer en special team et tout. C'est pas sur special team qu'on perd, hein. C'est sur offense et defense. Donc à un moment, il faut mettre tes meilleurs joueurs offensifs, tes meilleurs joueurs défensifs et arrêter la mascarade. C'est le moment aussi où moi je continue à balancer Harbaugh sous le bus, hein, mais on n'est pas loin d'une remontada, lors du Super Bowl, 2013 aussi, hein. Et Ah oui, oui. si on n'avait pas eu Justin Tucker pardon, pendant des années, je suis pas sûr que Harbaugh aurait toujours cette légende de gourou des special teams, et cetera. Oui, c'est vrai qu'on on parle plus de Tucker avec le passif qu'il y a eu et le fait qu'il soit plus là. Et oui, de toute façon, il y a le nombre de matchs qu'il a pu sauver, je pense que Après, ça a sauvé la face d'Arbo un bon nombre de fois, ouais. Arbo, ce qu'on peut pas lui reprocher et ce qui lui a permis de sauver, c'est qu'il sait bien s'entourer, généralement. C'est qu'il a quand même toujours eu le flair pour, voilà, que ce soit D'Alessandrini, à l'époque pour le coach de O-line, aujourd'hui tu as du Chuck Smith, pour les teams, enfin pour les spécialistes du pass rush. Enfin, il a toujours réussi à trouver des mecs qui étaient quand même assez bons. Kubiak à l'époque, en coordinateur offensif, Pagano. Enfin bref, il a toujours eu quand même une grosse escouade. Et là, cette année, il tombe sur des coordinateurs moins forts. Et là, tout de suite, tu te dis, pff, ah, dès que c'est un peu moyenasse à côté de lui, il n'arrive pas à relever le niveau, il n'arrive pas à faire briller, quoi. Ouais, il arrive pas à relever le niveau, puis, comme on en a déjà parlé, un peu en off avant, il y a le fait que pendant la conférence de presse, il paraisse impuissant et en fait, il parle de l'équipe comme s'il en était extérieur. Ça montre à quel point tu parlais de plafond de verre là, ces dernières années, son plafond de verre, il a globalement baissé. Il est plus aussi hargneux qu'avant, et ouais, c'est vrai que l'image de du Harbaugh qui allait s'embrouiller contre les Titans, je l'avais oublié, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était ça, quoi. Et encore à cette époque-là, il était pas, il était déjà pas exempt de tout reproche. Mais c'est vrai que, quand tu vois qu'il jette, et en fait, il a un peu jeté Monken sous le bus, en disant: «Je comprends pas ce qu'il fait». Mais en fait, c'est toi qui le gères, Monken. C'est à toi de remettre le bateau à l'endroit quand ça coule. Et là, tu as l'impression qu'il a plus aucune trip, quoi.
Ouais, il y a eu toute une, théorie sur Twitter, là, je suivais un peu cette semaine, parce que Harbaugh est connecté à Monken, avec le casque là, parce que Monken est dans le booth. Je sais pas comment on dit en français, enfin, vous avez compris. Et les théories disaient que Monken n'écoutait pas les demandes d'Harbaugh, sur le play call et tout. Enfin, à un moment, en fait, t'es head coach. Si ton coordinateur est pas capable d'exécuter ce que tu lui demandes, il faut le régler. Tu sors, c'est tout, allez, fini. Ouais, Non, mais c'est pas il moi. est pas capable de sortir il est pas capable de sortir du coaching des gens qui sont factuellement mauvais. Ce qui était le cas de Greg Roman sur les 2 dernières années où son play call était factuellement mauvais. Il a mis 2 ans à le virer. Là, Zach Orr, franchement, autant après le match, je me suis dit c'est sûr, il va être viré. Et finalement, quand je regarde la conférence de presse, à mon avis, il va faire la Ah saison. non, bah là oui, là, en tout cas pour l'instant, après c'est discours de façade, hein, ça reste la NFL. Oui, Donc bien sûr. tu peux être soutenu en week 5 et dégagé en week 7, hein. Ça va vite en NFL, hein. Et Herbeau, la langue de bois, plutôt expert. C'est pas quelqu'un qui va prendre des risques dans la com. Oui, c'est family le truc, très américain. On est tous une famille, on s'aime tous, jusqu'au moment des cuts, ou de se faire dégager. Ouais, je pense que c'est un discours de façade, moi, parce que c'est lunaire ce qu'il a dit. Il a dit la défense est proche du but. Alors je sais pas quel est le but d'Arbo, mais Tu vois, même ça c'est des déclarations, j'en peux plus. Alors oui, d'accord, c'est bien, faut être un peu politique. Mais là, Arbo, il est dans l'excès. Putain, ta défense, elle est entre la 28e et 32e place sur toutes les catégories. Il n'y a pas une catégorie où t'es bon. Nul. Nul de partout. Et en plus, c'est pas une défense avec des merguez, quoi. Surtout ça, quoi. T'as Non, une mais c'est défense ça. avec des merguez, t'as une défense avec des mecs pas connus ou alors avec des rookies en attente de formation. Tu te dis, ouais, allez, ok, la défense est proche du but, elle est en train de s'améliorer. Là, t'as des mecs, c'est des Hall of Famers, t'as des mecs qui ont sorti des saisons historiques et ils te sortent ça, mais c'est pas entendable. Non, parce que moi, je regardais un peu là par rapport à la défense de McDonald's c'est quoi, 2023 déjà, ça remonte? 2023. Il n'y a pas tant de changements de joueurs que ça. Il y a pas, on n'a pas perdu, énormément de joueurs et on voit que des Geno Stone, ils ont du mal à confirmer que hors schéma, c'est un super safety. Patrick Quinn, encore une fois, je ne rentrerai pas dans le débat ce soir. Mais voilà, Patrick Quinn, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Et derrière, il n'y avait pas beaucoup plus de pass rushers plus talentueux. Pour moi, l'effectif, il est limite plus profond aujourd'hui. Bon, du coup, j'ai commencé à dériver sur Zachary Orr, hein, mais il fallait qu'on y arrive. Et je vois aujourd'hui une équipe où les mecs sont paumés sur le terrain, où les mecs ne sont pas mis en valeur. Moi, je suis désolé, Kyle Hamilton, je vois comment il est utilisé, ça me fend le cœur. Le mec, il est utilisé comme un safety traditionnel. Alors que c'est à l'opposé de ce qu'il faut qu'il soit. Quand je le vois dans le deep, ou se partager le deep avec McAllister, ça me tue, ça me fracasse. Ce Alors on a mec-là, justement drafté Starks pour que Hamilton, reprenne son rôle de couteau suisse qui lui convenait tellement avec Mike franchement, McDonald. vous avez un souvenir de tentatives de pass rush là sur les dernières semaines de Kyle Hamilton? Moi, ça me tue. Le mec, t'as un mec qui fait 6-4, qui fait quasi 220 pounds, et le mec, tu l'utilises comme un safety traditionnel qui va aller de temps en temps un peu de man sur le tight end, un peu de flat, etc. Mais Kyle Hamilton, si tu l'utilises comme ça, ne re-signe pas pour 80 millions en fait. Prends un Eddie Jackson et ça fera très bien le taf, hein. Ça, Ouais, non, non, ça ça fend le coûtera taf, c'est clair. 10 fois moins cher et ça fera le taf. Donc ça, pour moi déjà, ça c'est un signe. Et ce que je remarquais sur McDonald's à l'époque, c'est que sur le pass rush, ils savaient mettre les mecs dans les bonnes dispositions. C'est-à-dire qu'un Madabuke, tu le voyais se mettre à des positions différentes de la O-line en fonction des match-ups. Et c'était comme ça qu'il amenait de la pression avec des blitz un peu exotiques de temps en temps. Mais on était principalement sur du rush à 4 mecs sous McDonald's. Et là, aujourd'hui, moi, ça m'a marqué à un moment, j'en parlais dans le Discord pendant le match. Tu regardes nos edge rushers, ils se font stopper, mais net, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et encore une fois, là, les tackles des Chiefs, pardon, c'est pas non plus, c'est pas les meilleurs de la ligue. Contre les Lions, tu galères. Je peux l'entendre, c'est quand même une O-line qui est quand même de très haut niveau. Mais là, contre Kansas City, Mahomes, Mahomes, on a fait tout ce qu'on pouvait pour leur mettre dans des bonnes dispositions, pour être sûr
pour être sûr qu'il soit bien en jambes, qu'il soit bien mentalement, pas trop de pression et bah, après tu prends la déroulée que tu prends. Mais moi, j'ai du mal à comprendre qu'un Mike Green, j'en reviens à lui, parce que c'était un de mes chouchous de la draft, que ce mec-là, il ait pas des consignes pour dénaturer son jeu, je ne vois pas autrement. Je vois Mike Green qui bull rush, alors que c'est pas du tout son jeu initial, et je vois un Mike Green qui fait quasi que de la contain de QB. Quand il drop pas en coverage, alors ça, j'en parle même pas. Quand je vois ça, j'ai envie de me mettre de l'acide dans les yeux. C'est t'as un mec ça me rappelle un peu Ngakoue, ouais, c'était ça son blaze. Ouais. Yannick Ngakoue, qu'on avait trade, c'était spécialiste du pass rush, et tu les mets à contre-emploi. Tu les mets à contre-emploi parce que faut que chez nous, les mecs soient polyvalents, etc. À un moment, mes couilles, tu fais un sac par match, il n'y a pas de polyvalence. Les mecs qui savent que chasser le QB, tu les envoies et tu leur dis, tu fais ce que tu veux, mais tu bats ton tackle et tu vas chasser le quarterback, quitte à prendre le risque de mettre ta défense un peu plus dans la sauce. Mais franchement, ça me dépasse. Puis après, j'ai vu des highlights de mecs qui étaient complètement perdus sur le terrain, les pauvres, sur de la cover, ça, il y a rien qui va dans cette défense. Rien. Ce que tu dis, ça fait vachement écho, et d'ailleurs on salue Pierre qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Ça fait vachement écho à ce que Pierre disait pendant le dernier podcast, où en fait, lui, il avait analysé, et il a raison. Moi, j'ai essayé de regarder là pendant le match des Chiefs, c'est exactement ça. Il avait analysé la défense en mode, en fait, on est quasiment tout le temps en zone coverage, et les mecs, ils sont cantonnés à une zone et ils ont pas le droit d'en sortir. Et en fait, ils sont cantonnés à une zone ou à un poste, et il faut qu'ils fassent le poste coûte que coûte, et il y a rien qui doit déborder de ce qui a été donné comme consigne au début du play. Et c'est vraiment ce qu'on a vu en défense. C'est que t'as des mecs, en fait, ils sont perdus parce qu'ils sont pas autorisés à faire des jeux, comme tu disais, plus exotiques, ou à essayer en fait, de sortir du cadre. T'as De jouer l'impression avec qu'ils un peu sont, d'instinct, quoi. ouais, ouais, t'as l'impression qu'ils sont pas autorisés à sortir du cadre. Ils sont dans un cadre bien précis. Et comme tu le disais, c'est vrai que l'année dernière, quand tu voyais Hamilton, tu le voyais sur ton first down, il allait sac le QB, le second down, tu le voyais faire réussir à contester une passe à 20 yards. C'était incroyable. Et ça, en effet, tu le vois plus, parce que les joueurs, ils sont contenus à un poste, ils sont cantonnés à un poste. Et c'est une aberration de voir ça. C'est pas possible avec des talents comme ceux qu'on a. Tu peux pas dire à des joueurs, bah, tu fais que ça tout ton match. L'exemple que tu as donné de Mike Green, pareil, c'est franchement, ça se voit très bien qu'ils sont limités. Et quand tu limites des joueurs qui peuvent être vraiment, comme tu disais, couteau suisse, bah, tu peux pas en tirer quelque chose de bon, c'est pas possible. Non, mais même t'as des trucs, c'est des aberrations. Nous, on est des spécialistes de bas étage. Faut pas se mentir, on n'a pas la connaissance Oui, technique bien sûr. que ces mecs-là peuvent avoir. Mais nous, déjà, nous, Français que nous sommes, tu sais très bien que si tu mets en man-to-man Humphrey sur Worthy sans Ah, aide, ça, Alors que t'as Wiggins. tu sais très bien que tu vas te faire crever. bien Et sûr. surtout, quand tu te fais crever 2 fois, tu le refais pas 3 fois, tu le refais pas 4 fois, tu le refais pas 5 fois. Il y a des trucs, je me dis, c'est tellement évident, je comprends pas que les mecs ne le voient pas et qu'il y a pas quelqu'un qui tape sur l'épaule dehors pour lui dire: «Gros là, Mais oui, ajuste c'est là, parce clair. que là, c'est compliqué». En Ça fait, paraît évident, c'est clair. Vas-y, pour vas-y, moi, c'est Dax. que tu sois pas autorisé à sortir du cadre, ce serait pas grave si ton cadre était excellent. Le problème, c'est que le cadre est pourri de base et du coup, en fait, il y a un truc qui m'énerve vraiment avec Zakor, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, mais une des spécialités de Mike McDonald, c'était le comment on appelle ça en français? Le déguisement de la défense. De Oui, c'est faire ça. croire que tu prends une position, mais en fait non, et du coup ça te permet de blitz Hamilton ou de faire monter des corners, et cetera, et cetera. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Zakor, il a il est très admiratif de ce modèle, il essaye de l'appliquer et ça donne des pré-snaps lunaires où tu as des formations incompréhensibles. Tu vois les joueurs vraiment perdus sur le terrain et en fait, c'est ça le problème, c'est que si tu as un cadre pourri de base et qu'en plus tes joueurs ne peuvent pas sortir de ce cadre pour jouer un peu plus à l'instinct, ça donne ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est-à-dire, une des dernières défenses de la ligue, quoi. C'est très scolaire, quoi. C'est Ah oui, c'est contre, très, très scolaire. merde, c'est contre les Lions ou contre les Bills, ou non, c'est contre les Bills, où on fait la 4e quart-temps, où on fait le même cover quasi tout le 4e quart, quoi. Tu en NFL. Enfin, ce je Ah, alors peut-être que il y a aucune adaptation, ça c'est clair. ouais,
Moi, je suis dépassé sur plein de sujets que j'ai du mal à comprendre. Alors peut-être que je suis trop con, c'est une possibilité aussi. Mais les chiffres, en tout cas, me montrent que c'est peut-être pas moi le con de l'histoire. Non, On non, s'était clairement pas pas, hein. on s'était pas trompé sur Greg Roman pendant 4 ans. On va dire qu'on n'est pas trop mauvais pour pré-shot les Non, non, erreurs de clairement Cathy. pas. Mais Non, mais même, là, pour revenir vite fait sur ce que tu disais sur Warzy, moi, ce qui m'a encore plus choqué, c'est que oui, déjà, je crois que les 3 premières grosses runs de Warzy, c'est Humphrey qui les couvre et on voit très bien qu'il est cramé. En même temps, il a pas la vitesse pour. Et je sais que moi, quand on a regardé le match via le Discord, j'ai pas arrêté de le spam. C'est justement que grâce à, c'est ce que Dax justement disait la semaine dernière, je crois, où en fait il disait oui, je crois que le deuxième Ravens du combine, enfin le deuxième du combine, c'était un Ravens. En effet, c'était Nate Wiggins. Et en fait, tu te dis, bah il va mettre Nate Wiggins. Il a capté qu'Humphrey déjà. Tu te dis, il a mis Humphrey, tu comprends pas pourquoi, mais tu te dis, il va capter. Il va peut-être capter que Wiggins est très rapide, il va peut-être pouvoir contest. Il a mis, alors je suis désolé si je le prononce mal, Awuzie. Alors, Awuzie, ouais, Awuzie. Awuzie, ouais. Alors c'est pareil, mais pourquoi t'as littéralement, t'as un joueur qui peut couvrir Worthy et qui est l'un des joueurs aussi les plus rapides de la NFL. Tu ne le mets pas sur le. Il a jamais cover oui, mais Worthy, ou après, peut-être deux après fois. peut-être que Wiggins, il était pas à 100% non plus, parce que je crois que le dernier match, il était un peu blessé. Donc c'est possible aussi qu'il n'était pas. Mais quoi qu'il en soit, si tu sais que t'as on va dire, ton arme anti-Worthy, elle est pas à 100%, tu peux pas l'utiliser, bah tu mets de la sécurité, tu laisses pas les mecs sur, comme disent les Américains, sur une île en 1 contre 1. Et tu vois ce qui se passe. À chaque fois, ça a été carnage. Le mec, il revenait de blessure, Worthy, j'ai l'impression qu'il était en vitesse de croisière déjà qu'il faisait ce qu'il voulait. Bah Donc ouais, ouais. c'est Petite stat et on peut passer à autre chose après si vous voulez, mais Worthy, il fait son meilleur match en carrière contre nous. ouais, tiens. 121 yards. Il fait plus de 80 yards à la réception et quasiment 40 à la course. Ah, parce qu'à Le chaque fois, mec, c'est des réceptions faciles qu'il fait contre nous. mais bien sûr, Parce que il est, parce il que est, tu sais il que est, il est open. Worthy, tu sais que c'est pas les mains les plus fiables du circuit, mais à partir du moment où t'as pas un mec à 10 yards autour de lui, bah forcément, il va te punir à chaque fois. Bien sûr, il est pas contest, donc il fait ce qu'il veut, bien sûr. Bon, en tout cas, pour revenir sur le coaching, parce que je pense qu'on a fait le tour, même si vous voulez parler de Monken, mais pour moi, Monken, c'est loin d'être le problème principal. Ouais, on va dire que c'est pas le problème principal, mais il a quand même parfois des play calls qui sont assez curieux, On est d'accord, ouais. qui tu te dis: «Pourquoi?» Alors, parfois, est-ce que c'est des mauvaises exécutions? Pareil, encore une fois, quand on y reviendra après, mais quand tu as une O-line qui est aussi peu fiable, ton exécution est toujours plus complexe, ou ton play call, est plus limité. Mais, parfois, bah, là, tu vois, un quatrième et un, t'as aucune solution, rapide. Tu vois que des mecs, mid ou dans le deep. C'est alors que tu sais que Kansas City ne fait que blitzer depuis le début du match et t'envoie la sauce à chaque fois. Je suis assez circonspect, sur, et l'utilisation de Henry aussi, il va falloir qu'on en parle un Huit Ouais, moment. ça, courses, ouais, ouais, bien sûr. Ça, c'est. 8 courses sur le match. L'abandon de la course, très rapide, et il y a un truc par contre que Monken fait et que là, à un moment, va falloir aussi je me dis: «C'est tellement visible que je comprends pas». C'est je mets Henry, c'est de la course, je mets Justin Hill, c'est de la passe. À un moment, C'est ça tout le commence temps à se la même voir. chose. Ça commence à se voir. Henry ne prend quasi aucun snap sur de la passe. Donc tu sais très bien que les mecs, ils vont charger la boxe dès qu'ils vont voir Henry, parce qu'il y a une chance, il y a 2 chances sur 3 que ce soit de la course. Moi, c'est des trucs, qui sont tellement visibles. Tu sais que quand tu as Justice Hill, tu sais que le mec, il fait que de la passe pro ou qu'il va faire des tracés. Ouais, et puis Henry, comme tu dis, c'est soit de la course, ou alors la troisième, t'as dit 2 chances sur 3, la troisième chance, c'est il fait du bloc. Terminé. Et j'en reviens à l'intérêt d'un Keaton Mitchell, où là, tu le mets dans le backfield. Là, c'est pas la même. Là, tu sais que le mec, il peut faire du jeu de course. Et là, il peut t'en mettre 20, 30, 40 ou un touchdown dans la vue. Ou on passe, c'est pareil, sur un tracé rapide, il peut te faire des dégâts en open field. Donc, Justice Hill, je pense qu'il est quand même moins craint en NFL que Keaton Mitchell, hein. Même si Keaton Mitchell, il y a un échantillon qui est plus réduit, ça reste quand même, un playmaker de l'espace, hein. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Monken, je tire pas du tout l'alarme pour l'instant parce que il a su,
À un moment où Greg Roman avait une offense, spécialisée dans le jeu de course et qui comptait beaucoup sur les read option de Lamar pour faire avancer, Montcalm a su arriver et faire basculer ça dans, pour moi, ce qui était la perfection, c'est-à-dire parfaitement équilibré, passe, course, read option, la vraie attaque triple menace. Et je suis pas encore trop inquiet. Mais effectivement, il y a 2 trucs qui me dérangent, je vais donner des exemples. Le premier, c'est effectivement le côté prévisible de nos snaps. Je comprends pas pourquoi on enlève Derrick Henry du terrain quand on est en troisième et courte. C'est incompréhensible pour moi. Même s'il joue pas, c'est une menace. Tu le laisses sur le terrain, Bah, l'adversaire, tu il mets le va doute douter. dans la défense. Bien sûr. Exactement, exactement. Donc ouais, ce côté, hyper prévisible, totalement d'accord avec vous. Et le deuxième truc, c'est sa tendance à paniquer quand on est mené, en fait. C'est pas la première fois qu'on le voit, mais on l'avait vu bien dans le célèbre match de play-off contre les Chiefs. Mais à chaque fois qu'on est mené au score, j'ai l'impression qu'on abandonne totalement notre plan de jeu et on panique. Panic button. Il sort des jeux, il sort des jeux ultra conservateurs comme on en a parlé en fait depuis le début de la saison, qui sont encore plus lisibles que ce que le sont déjà les premiers. Et ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, ouais, c'est clair. Alors que quand tu vois le premier drive, on les découpe dans tous les sens Il dans est le premier parfait, drive. il est parfait. C'est exactement ce que je Le voulais premier dire drive, il est juste après, hyper ouais. équilibré, un peu de passe courte, passe intermédiaire, passe longue même à un moment sur, comment il s'appelle? Flowers si je dis pas de bêtises. Tu as de la course, un peu, extérieure, course intérieure. Franchement, quand j'ai vu le premier drive, j'ai dit: «Ah bah, peut-être j'étais un peu pessimiste, putain ils ont décidé d'envoyer aujourd'hui» et après plus rien. Premier drive, je me suis dit: «Putain, si on joue comme ça tout le long du match, on va les ouvrir». Et en fait, franchement, je vois le premier drive, ouais, on commence par, ce qu'il fallait faire, des petites passes courtes sur Andrews qui nous fait gagner 5-6 yards. Ce pourquoi il est fort en plus, Andrews, on sait très bien que, là où il est le plus efficace et le plus fiable, c'est sur du tracé très court ou des slants ou des trucs dans ce genre-là. Andrews, il est très fiable sur ce genre de jeu. Et en fait, on a fait ça pendant 5 minutes. J'ai adoré en termes de construction de jeu, le TD de Hill, il est incroyable. Tu as Hill qui commence à partir, qui passe la ligne de scrimmage et en fait, il y a, la mer qui s'ouvre devant lui et il va au TD tranquillement, il a personne, le jeu de bloc était incroyable et je me dis: «Putain, là, il y a de la créativité, c'est cool, on va pouvoir avoir un beau match» et après tout a été abandonné. Il est 8 fois où il a utilisé Henry, je crois qu'il y a pas une seule fois où Henry, il a pas juste bourriné en fait dans la DL adverse et il est même pas passé sur le côté ou quoi que ce soit. Je C'est trouve ça, justement, il y a dans le premier drive, je crois qu'il y a une grosse course de Derrick Henry de 30 yards, où il est pas loin d'aller jusqu'au touchdown et il se fait plaquer, par le dernier Alors je crois défenseur. pas que ça fasse jusqu'à 30 yards, mais je crois qu'il fait un bon ouais, 15-20 ouais, yards c'est à peu près 15, ouais. où le safety se planque pas et fait plutôt un Exactement, ouais. beau plaquage. Dans ma tête, ça faisait plus, mais ouais, 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 c'est absolument. Et d'ailleurs, je Et crois que le safety fait un beau plaquage et après il prend un flag pour, un truc à la con, Oui, c'est possible, ouais. bon, en tout cas, pour faire le tour du coaching, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais John Harbaugh, ça fait 18 ans qu'il est là. Il est bien copain avec De Costa, avec, Bisciotti apparemment. et Je voisin avec De Costa même. Exactement. Je pense pas qu'il saute en cours de saison. Pour moi, enfin, je pense pas. Je pen je serais très surpris que ce soit le cas. Ouais, moi aussi. Donc, pour moi, il y a un fusible là, c'est Zach Orr qui va, à mon avis, sauter, je pense. Je prends le pari qu'il saute, d'ici la mi-saison. Ouais, c'est ça, je pense qu'il passe pas la 8e semaine. Franchement, moi, j'y crois pas. Je vois le même scénario que l'année dernière. On va jouer des équipes globalement plus faibles. La défense, elle va briller un peu plus parce qu'en face, les attaques seront pas aussi étincelantes que, celles des Bills ou celles des Chiefs et il va rester jusqu'à la fin de saison. Ah mais Kansas City offensivement, c'était pauvre, hein, jusqu'à ce que je contre nous, hein. Nous Eh on mais je était veux dire, à je veux dire, c'est pas, on n'a pas perdu contre, on n'a pas perdu contre Bryce Young, quoi, tu vois. On a perdu contre Patrick Mahomes, contre Kelsey, contre Worthy. On n'a pas perdu contre des cornichons, quoi. C'est ça que je veux dire. ouais, enfin à part Mahomes, Kelce pour moi c'est cramé et Worthy c'est pas un top 20 receveur NFL, hein. Oui, non, mais C'est bien sûr. c'est là les noms que tu m'as donnés, ça faisait pas rêver, hein. Pacheco, avant de jouer contre nous, les mecs de Kansas City, enfin le gars qui est venu la semaine dernière et il l'a dit, hein, il faisait plus de yards, concédés que de yards gagnés, hein. Pour un running back, c'était un peu fâcheux. Mais là contre nous, tu avais l'impression que c'était Elliott, prime, c'est Pacheco, quoi.
on a un vrai problème, de ligne, hein. On en reviendra après sur les joueurs, mais du coup, après, c'est pareil. Est-ce qu'on est dans le coaching? Je sais même pas coordinateur ou head coach, sur le choix des joueurs. Ah bon, il y a une vraie question sur le choix des joueurs aussi. Enfin, la O-line, tu vois qu'il y a un problème. Faut tenter quelque chose. Je vois que Faalele, c'est pas bon. Faalele, c'est pas bon. Voriz, c'est moyen moins, si je suis gentil. T'as un Ben Cleveland. Encore une fois, c'est pas le top guard de la NFL, hein. C'est pas ce que je dis. Mais à chaque fois qu'il a joué titulaire dans des vrais matchs NFL, il a jamais été catastrophique. C'est donc moi je veux bien enfin je sais même pas c'est quoi le plan parce que Falele, c'est sa dernière année de contrat. Derrière, il va prendre un chèque qui va être, pas dans nos cordes. Heu, je comprends même pas c'est quoi le projet derrière. Alors là, j'ai vu qu'on avait pris Kenyan Green, dans le practice squad, anciennement premier choix des Texans, qui a que 24 ans, et cetera. Pourquoi pas, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas et on fait pareil. Autant la D-line, j'ai un peu moins de problèmes à Or ou sur le sujet parce que là, il y a plus de joueurs, donc forcément, tu fais avec les moyens du bord. Mais sur la O-line, faut je sais pas, tu as Bullock qui fait une pré-saison qui est plutôt, cohérente, essaye-le en garde, enfin, tu as plusieurs options qui sont pas testées, tu restes avec ton truc qui fonctionne pas. Mais on peut y aller justement, on peut terminer sur cette note, coaching on a vu. Joueur, qui est-ce qu'on met sur le banc des accusés, là, il faut donner des noms. Alors, tu regardes la liste des contrats, tu vas sur Sportac et tu regardes les gros contrats et tu prends les 2 tiers des gros contrats, de l'équipe qui sont pas au niveau. Humphrey, gentil concurrent de podcast, heu mais devient, meilleur influenceur que joueur. Alors encore une fois, le mec, je pense que dans l'attitude, tu peux pas lui reprocher grand-chose. Il se donne, il a eu un jeu physique. Sauf que, bah, quand tu as un jeu physique, tu t'approches de la trentaine et que toute ta carrière, tu as eu un jeu très très basé sur ton physique, bah, forcément, corner, c'est un des postes les plus ingrats. C'est-à-dire que tu peux être très bon pendant 4-5 ans et ton prime, il s'arrête assez vite et à part quelques exceptions avec des mecs qui ont des intelligences de jeu au-dessus de la moyenne et je suis pas sûr que Humphrey ce soit le cas. Heu, c'est vrai, Humphrey, il était connu pour mettre des patates dans des ballons. Il a pas été Non, connu mais je parce qu'il avait rigole un parce instinct que de tu tueur. tu tu pouvais t'arrêter à intelligence, tu pas obligé de dire intelligence de jeu. Ouais, après, Humphrey, c'est un mec sur qui tu es obligé d'avoir de l'affection parce Je qu'il est sais, drôle. je l'aime bien, je l'aime bien. Je Il plaisante, je il est taquine. drôle, il a une mentalité alpha qui est assez celle qu'on cherche chez les Ravens, mais c'est pas le mec, qui a une reconnaissance du jeu de ouf, qui voit le jeu avant les autres. Non, il est connu pour mettre des patates dans des ballons, Humphrey, faut remettre dans le contexte. Donc et là, physiquement, tu sens qu'il a plus de mal. Alors déjà, à la fin, on a dit: «On le met dans le slot». Le slot, normalement, ça cache un peu tes limites, physiques. Et là, même dans le slot, tu commences à sentir que le poids des âges, quoi, enfin le poids des années et des blessures. Donc pour moi, tu as déjà Humphrey et tu as Roquan Smith. Roquan Smith, il a trouvé le produit miracle contre les Browns. Il fait le match de fou, on dit: «Ça y est, la rédemption». Puis après, en fait, non, le match derrière, si tu retrouves le Roquan Smith, méconnaissable, tout tout perdu. Alors est-ce que lui aussi, c'est pareil, le système de jeu de Or, convient pas du tout? Je sais pas si c'est ça. Physiquement, encore une fois, je suis désolé, mais il est pas taillé pour, avec un corps d'athlète NFL. Donc voilà, il reste solide, mais pour moi, tu sens que sur les appuis, il est vite dépassé, quoi. Donc c'est les 2 targets que j'ai en prioritaire. Andrews parce que, salaire versus production, le compte n'y est pas, tout simplement. Encore une fois, c'est pareil, hein, bon gars, Andrews, pas de souci particulier avec lui, mais, quand tu prends un salaire de top 5 tight end et que tu plantes entre 30 et 50 yards par match, et encore là, je suis gentil, je pense que si on fait la moyenne, on est en dessous de ça, c'est clairement pas suffisant. Que dire? Que dire d'autre? C'est les Laisse principaux, mais j'avais laisse Broderick devant nous, laisse Washington devant nous. à moindre mesure. Ouais, ouais, qui est blessé là, il est sur injury reserve. Ouais, mais pareil, là, il va prendre quasi entre, 8 et 10 millions, je crois, l'année prochaine. Par rapport à ce qu'il apporte, franchement, tu trouves largement mieux à largement moins cher. Ah, peut-être pas largement mieux, mais au moins l'équivalent pour, 5 fois moins cher.
Ouais, moi j'en ai un que tu pas cité, Oda Fewé, Oui, c'est vrai, parce je que prends. pour le coup, Bon, il est j'ai jamais inexistant. ouais, j'ai jamais été un grand fan de Howe, mais je laissais le doute planer. Je me disais: «C'est sa dernière année, la 5e année, il va aller chercher un gros contrat, il va nous sortir une saison avec, le double digit, sac», comme on dit. C'est ça. Mais pas du tout, en fait, il est aucun sac, je crois, depuis le début, Non, 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 puis c'est pas une menace, c'est pas comme si autant transparent, aucune pression. les années d'avant, à chaque fois, il passait pas loin du sac, mais au moins il y avait de la pression et il gagnait ses duels. Là, je t'ai dit, les edge rushers, quels que soient les mecs qu'on met, bon, au Jabo, on avait l'habitude qu'ils gagnent pas un duel, mais Oda Fewé, généralement, il avait du mal à finir ses actions, mais il y avait action. Là, méconnaissable. Alors c'est pareil, moi je veux bien que le joueur d'un coup il ait perdu tout son talent, que il y ait eu un Space Jam qui soit passé dans la réalité et que et des aliens qui aient pris les talents de tous nos joueurs. Mais je pense qu'il y a quand même un vrai problème de compréhension ou de mise en avant des joueurs de la part de Or. On peut pas avoir des joueurs qui étaient, parce que sac l'année dernière il finit quoi? À 8 sacs à peu près je crois, Je me demande et si c'est pas plus, Oda mais Fewé, je enfin quasi 10 quoi, il est pas loin des 10. Et là, tu vois qu'en 4 ou 5 matchs, il en a pas planté un, et il est pas prêt d'en planter un parce qu'il se passe rien. Franchement, Tu vois pas, tu le vois pas, son nom, tu le vois pas sur le terrain. ah non, C'est pas non, compliqué, franchement, tu le contre la vois pas. course, tu le vois pas, contre la passe, tu le vois pas, je suis d'accord, Oda Fewé, c'est une grosse déception du début de saison. bon. Clem, est-ce que tu as d'autres joueurs à balancer sur le sous le bus? Non, parce qu'après, de toute façon, je pars un peu du même principe, si après on en avait parlé un peu, sur le ratio, salaire, enfin ouais, contrat production. On avait parlé de Bateman aussi qui reste très moyen, par rapport à son contrat. Bon, après Bateman, moi ça me surprend pas forcément. Il a toujours été, il y a des matchs où, il te colle 80 yards, et il y a des matchs où tu le vois pas et il loupe une réception parce qu'il est aveuglé par le soleil. Donc si tu veux, ça m'étonne pas tant que ça. Après en attaque, j'ai franchement du mal, quand tu regardes les stats en fait, de certains joueurs, tu te dis: «Ah ouais, c'est pas ouf», notamment quand tu regardes les stats de Derrick Henry, mais en fait il est pas utilisé, donc tu peux pas lui jeter la pierre. Hem Non, moi par contre, j'aimerais bien ouvrir le débat. Je sais pas si tu avais prévu de l'ouvrir après. Si c'est le cas, tu me le dis et on en parlera après. Mais est-ce qu'on peut déjà commencer à parler de blessures diplomatiques ou pas pour Lamar? Et écoute, j'ai rien prévu là, c'est réunion de crise, hein. Cellule OK. de crise, il faut y aller. On est Faut déjà à arriver avec tes 43 dossiers, minutes. prêts, faut arriver avec tes dossiers prêts et balancer. Bah, le v'là. Est-ce que les blessures de Lamar et même le nombre de blessures qu'on a eu dans le match, je pense que la majorité sont vraies, et même peut-être toutes, hein, je sais pas, je suis pas dans le match. Mais Alors, moi, est-ce c'est qu'il y a vrai des que blessures Lamar diplomatiques? c'est vrai que Lamar, pour le coup, en ce moment, je suis blessé aux adducteurs, et quand je vois la poche de glace où elle était mise à Lamar versus là où un adducteur c'est censé faire mal, et surtout que moi, dans mon club de hand de départemental, de l'Hérault, les mecs s'occupent plus de moi que Lamar où ils l'ont mis sur son banc avec une poche de glace, alors que d'habitude les mecs ils ont un ongle cassé, ils vont dans la tente bleue, ils ont 4 experts, payés à 10 000 balles de l'heure qui font l'analyse, et cetera. Là, blessure aux adducteurs, non, non, t'inquiète, reste au bord du terrain, on te met une poche de froid en dessous, ça va le faire. Moi là-dessus, je suis Je suis assez très sceptique. interloqué. Je suis très sceptique aussi. Après, je suis pas en mode théorie du complot. C'est sûr, il va se passer un truc, mais je Nous suis sachons. assez, je suis assez sceptique aussi. Ouais, voilà, nous sachons. Non, non, je suis assez sceptique aussi. Et franchement, autant ça me fait penser, pareil, on regardait le match sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs si jamais vous voulez y passer. Même si on regarde des catastrophes, c'est toujours de plus plaisant de les regarder à plusieurs. On en parlait un peu sur le Discord, et il y avait des gens qui disaient: «Ouais, s'il fait ça, c'est honteux de sa part, machin». Moi, franchement, je suis désolé, il y a un moment, Lamar, le mec, il a fait tellement pour l'équipe. Il a quand même été 2 fois MVP. Il nous a sorti de situations qui étaient, 2 fois et demi horribles. on compte le vol. Et franchement, je ne peux que si c'est ce qu'il a fait, je ne peux que le comprendre. Et franchement, on nous a aussi Alors, beaucoup pour pas reproché, pour pas qu'on déforme nos propos, on pense qu'il a eu une petite douleur. Enfin, quoi oui, qu'il en oui. soit, il a pas simulé complètement, Oui, non, non, non. mais on se dit que c'est probable que, dans d'autres contextes, il aurait pu continuer le match, si c'était un contexte un peu différent. À 27-20,
avec un carton à jouer, je suis pas sûr qu'il sorte du terrain. Moi, très clairement, c'est mon Pas su opinion. Non, je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr non plus, mais ouais, c'est un peu le résumé du truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que, si c'est le cas, c'est honteux. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je suis pas forcément d'accord avec le fait non plus, et j'ai vu beaucoup de gens sur la fanbase dire: «Ouais, vous êtes pas des vrais fans, vous êtes négatifs et tout». On a tous les droits d'être négatifs, c'est quand même, c'est quand même une folie, les erreurs de coaching qu'on peut avoir. J'admire beaucoup les gens qui réussissent à rester positifs et à se dire: «Ouais, c'est bon, ça va aller, c'est qu'une passe». La passe, On salue ça va le faire 4 ans. on salue Mika du Discord qui est toujours Ouais, positif. Mika, je Même, t'admire beaucoup, tu es super On vous in positif, je sais pas comment tu fais. on vous invite sur ce podcast. Venez défendre la cause, des gens qui pensent que la terre est bien et que, le monde c'est des bisounours et que Arbo a un bon fond et que Patrick Queen était un vrai linebacker. Venez sur ce podcast. Il y en a déjà un. non, non, mais en tout cas, effectivement, c'est dur à lire, parce qu'il y a c'est bizarre ce qui se passe en ce moment. Il y a un peu le sentiment qu'effectivement Arbo a perdu son vestiaire. Il y a des blessures, on se demande si c'est des vraies blessures. En même temps, il y a quand même des blessures sérieuses, donc on est un peu dans la confusion, on a du mal à lire entre les lignes. Et puis c'est un Voilà. climat sur lequel, nous, fans des Ravens, on n'est pas du tout habitués à ce genre de climat. Comme je disais, ça fait 18 ans qu'il est là, généralement, Ravens, c'est la paix sociale, dans tous les sens. Là, le truc de est-ce que le vestiaire a lâché, est-ce que, théorie de la terre brûlée ou encore de l'espoir, et cetera. On n'est pas encore, on n'est pas habitué à ça, on n'est pas les Jets. Ouais. En tout cas, faut qu'on on va avancer, et tu m'as fait la transition toute trouvée, Clem, parce qu'on va quand même essayer de retrouver un peu de positif dans ce qui nous arrive. Messieurs, comment on remet, les Ravens sur les rails? Première question, et je poserai la seconde question après. OK, Comment OK, on c'est remet bon, sur les on rails? a eu l'avis de Ben. Clem, vas-y. Bon, écoute, remettre les Ravens sur les rails, pour moi, ça passe forcément par l'éjection de Zakor. Je vois pas comment ça peut passer par autre chose que ça. On a essayé l'année dernière, on s'est dit ça marchait mieux, finalement on s'est rendu compte que c'était pas le cas, on avait vu jouer des équipes plus faibles. On s'est dit: «Ouais, allez, on va laisser l'intersaison, il va peut-être se professionnaliser, il va peut-être essayer réussir à trouver des profils, qui vont coller à certains postes». Tu vois que c'est encore pire qu'avant, enfin franchement, notre début de saison est catastrophique, encore pire que celui de l'année dernière. Donc non, pour moi ça ne c'est une meilleure équipe pour les matchs à venir ne pourra pas se faire sans l'éjection de Zakor. Il est pas du tout au niveau, et il est pas aux attentes de ce que peut avoir une équipe comme les Ravens avec un roster aussi exceptionnel que celui qu'on a cette année. Ouais, il y a des noms qui commencent à traîner dans les rumeurs, différentes rumeurs. Chuck Pagano notamment, qui était, ancien cordeau des Ravens, Bah, début des il est années dans le coaching 2010, je staff, crois. là. Ouais, il est assistant, de Zakor en je sais pas comment on peut appeler ça, mais en assistant tout simplement, et Rex Ryan aussi, mais Rex Ryan, Oh j'y crois pas du tout, non! moi. Non, mais en plus, j'y crois pas parce que il y a beaucoup de drama entre lui et Harbaugh. Rex Ryan, il voulait la place de head coach qu'il a perdu au profit d'Harbaugh, donc je pense pas du tout que les 2 s'entendent, Oh non, au sein pitié. d'une même équipe. Mais Rex Ryan. Chuck Pagano en intérim, moi ça me tente bien, hein, s'il est chaud, De toute façon, je pense que lui, si je dis pas de bêtises, il a été très malade. Donc lui, quoi qu'il en soit, je pense qu'il voudra que le poste en intérim. Je suis pas sûr que ça l'intéresse sur du long terme de revenir sur un vrai poste de coordinateur. C'est un très bon coordinateur, très agressif comme on aime. Et j'aime beaucoup ce garçon. Ce monsieur, pardon, parce que du coup, plus l'âge date de mon père que mon pote, mais c'était un très bon coordinateur et un bon être humain. J'aurais touché à ça. ouais. Bah, écoute, moi j'avais le même, que toi, Clem, c'est, le licenciement de Zakor et son remplacement assez rapidement à la bye week, idéalement. Est-ce que toi, Ben, tu as un autre take pour remettre, Baltimore Est-ce que sur vous les rails? pensez que Zachary Orr, il va partir et il y aura plus la gueule d'Arbo sur ses Non, mais incompréhensions? évidemment, il va falloir virer Harbaugh. Évidemment, évidemment. Mais moi, j'y crois pas en cours de saison. J'y crois pas non plus. Pour moi, pas une seule seconde, Harbaugh ne sautera jamais pendant une saison. Remettre les Ravens sur les rails, non. Franchement, j'ai pas d'hypothèse. À partir du moment où ton coaching staff est défaillant et tes joueurs cadres sont défaillants, à part dire, faut que les mecs coachent mieux et putain, ça peut être une déclaration à l'Arbo, ça. Faut que les coachs coachent mieux et que les joueurs jouent mieux et on gagnera des matchs.
Mais je sais pas si tu fais exprès, mais c'est exactement ce qu'il a déclaré à la fin du match. Il a Bah, dit: tu vois, «On a mal coaché, on a mal joué». je savais qu'il y avait un truc qui ressemblait un peu à ça, mais c'est très Arbo style, ça. C'est du politiquement correct à son paroxysme, hein, on fait pas Non, de mais vagues et non, mais on en vrai de vrai, je ne vois pas de solution là, miracle à court ou moyen terme. Je suis pas sûr que tu sortes hors. Tu du mieux, parce que tu peux pas faire forcément pire, mais je suis pas sûr que ça te s tu peux les remettre dans le rail. Alors, si, le Motif, truc qui peut les mettre dans le rail, c'est le calendrier, voilà. ouais, motif d'espoir, je commence par donner mon scénario idéal, parce que je sais que tu as pas le même, Ben. Mais pour moi, effectivement, on remplace Zakor à la bye week, on prend Pagano en intérim ou un autre, décès. On espère que les blessés sont pas trop graves et qu'ils reviennent d'ici les 2-3 prochains matchs. On profite, d'un calendrier assez léger enfin, tout est relatif, mais en tout cas plus léger sur la deuxième partie de saison. Éventuellement un petit trade, avant la deadline. Oh là là. Oh là On là, j'essaie de me taire, mais là, ça on accroche les playoffs je me qui quand remute. même qui qui quand même les playoffs sont pas loin parce que la division franchement, ouais, genre, si c'est les Steelers d'Aaron Rodgers qui nous font peur, donc on accroche les playoffs et une fois que tu es en playoff, c'est une autre saison qui commence et tu tentes. Clem, est-ce que tu as un scénario? On va laisser Ben pour la fin parce que ouais, je sais t'inquiète, qu'il ouais, va il scénario idéal, ouais, de mon côté, j'ai un peu le même que le tien, mais ça passe comme on disait par le fait que Zakor ne soit plus là. Pas forcément, j'ai pas forcément d'idée par qui le remplacer, mais franchement, je pense pas qu'on puisse faire pire. Donc là-dessus, je sais pas forcément quoi dire de plus. Et je pense que ça passe également par, une remise en question. De toute façon, Arbo, ça sert à rien. Il se remettra jamais en question et je pense qu'il va falloir que ça vienne d'au-dessus pour que puisse bouger. Mais une remise en question peut-être de Monken, et de se rendre compte que, bah, en fait, ça serait bien qu'il se rende compte un jour que les jeux qu'il appelle en général en début de match sont excellents et ceux en fin de match sont catastrophiques. Et j'aimerais bien que ce serait vraiment cool qu'un jour il se rende compte que jouer comme ça tout le match, ça pourrait être une bonne idée. Mais ouais, pour moi, le scénario idéal, c'est ça. Et oui, surtout, je suis d'accord avec toi. Peut-être essayer de recruter avant la deadline. Je vois la tête de Ben avant la deadline pour au moins un guard ou quelque chose du genre, quoi. Ben, on tank, c'est ça? Oui, mais clairement, je vous vomis. C'est Vous êtes des supporters des Ravens qui ont toujours pas compris. Donc vous, en fait, votre scénario idéal, c'est mon pire scénario possible. C'est parce que avec votre scénario, je vous annonce, Arbo ne part pas. Je vous le dis clairement. On accroche les playoffs, Arbo reste. Jamais de la vie, tu vas en playoff et D'Acosta, son poteau, il va lui dire tu sors. Parce que les blessures, les machins, le calendrier est compliqué, il va trouver tous les trucs du monde pour, euh, pour rester. Donc, votre scénario, alors en plus avec un trade, tu lâches de l'avenir pour une saison qui est quoi qu'il en soit foutue. Alors ça, pire idée de l'histoire. Moi, je pense, théorie de la terre brûlée. Je l'ai spoilé un peu tout à l'heure, mais quitte à faire une saison mort pour mort, au moins tu fais une saison bilan négatif. T'es sûr que Arbo il dégage, donc ça c'est le premier point archi positif. Arbo, ça saute. Tous les copains ça saute, parce qu'à un moment, Descosta, il doit aussi des comptes au proprio, hein, il fait pas ce qu'il veut. Donc, quand tu as un effectif comme tu l'as et que tu fais un bilan négatif, tu as probabilité de l'espace de sauter. Donc là, ça, c'est le premier point positif. 2, bilan négatif égale place haute à la draft. Forcément. Donc tu vas accrocher un top 10, top 15. Si on fait un état des lieux de tous ceux qu'on a pris à chaque fois qu'on était dans le top 10, top 15 des joueurs, c'est rarement loupé. J'ai Humphrey en 16, j'ai Hamilton en 14, j'ai Stanley en 7. C'est les derniers que j'ai en tête. Mais il y en a peut-être d'autres que j'ai zappés, hein, Je mais pense qu'il y en a pas eu énormément non plus. voilà. Donc globalement, là, sur les 3 que je cite, on est quand même sur, on se trompe peu. Heu, je crois que c'est une QV en plus l'année prochaine qui est pas dégueulasse. Et après, cette année, allez, tout ce qui est Humphrey, Roquan Smith, tu blessé, tu joues pas de problème. Tu fais jouer la jeunesse, tu
évalues ton effectif, pour de vrai, pour voir ce que ça vaut l'année prochaine. Alors peut-être pas la première partie de saison, parce que tu essaies de jouer encore un truc, mais quand tu vois que ça commence à être vraiment mort, les 4-5 dernières semaines, tu fais jouer les Higgins, les Martin, les qui tu veux, les Kane, les Keaton Mitchell, ce que tu veux. Lamar, demi-saison au frigo, tu te refais une santé, tu te mets au frais. L'année prochaine, tu reviens nickel. Henry, pareil, comme ça tu le préserves une saison de plus. Derek Henry qui a pris pas mal de pètes. Quoi qu'il en soit, tu vas être obligé de prolonger, comment il s'appelle, Lamar Jackson, parce qu'il arrive en dernière année de contrat. Et si tu veux avoir un salary cap qui est à peu près cohérent, tu es obligé de le prolonger et le remettre un peu au goût du marché. Parce que bon, tu fais une mauvaise saison, tu le récompenses, tu lui donnes un salaire qui est encore un peu plus costaud. Comme ça, il est refait pépère et tu sais qu'il reste à la maison. Et derrière, tu draftes de la ligne, de la ligne, de la ligne, tu signes du free agent, de la ligne, de la ligne, de la ligne, défensive, offensive, je m'en fous. Mais tu vas chercher un chasseur de quarterback fort. Moi, je sais, moi, je suis sur le modèle Eagles. Tu peux avoir un quarterback mid, tu peux avoir des linebackers mid ou des DB mid. Si tu as une D-line et une O-line qui est très forte, tu peux te permettre d'avoir des joueurs qui sont bons. Nous, aujourd'hui, on a fait l'erreur d'aller chercher beaucoup de très bons DB, de mettre beaucoup d'argent sur un linebacker, mais d'avoir une D-line qui est faible. On a mis beaucoup d'argent sur un quarterback, on a mis beaucoup d'argent sur un running back. On a des targets qui sont forts sur lesquels on a mis beaucoup d'argent. On a la O-line la moins chère de NFL. À partir de là, tu ne peux pas gagner de titre. De plus en plus, ça se vérifie. T'as pas une équipe qui a gagné le Lombardie ces dernières années avec une O-line qui était faiblarde. Tu regardes Kansas City Prime, O-line de ouf. Eagles, O-line de ouf. À l'époque, je te parle de ça, à l'époque de Brady, etc. Même aux Buccaneers, il avait une O-line qui était très très forte. Aujourd'hui, il faut investir dans les lignes. Et les edge rushers ou dans les lignes ou qu'on sort, ou des top O-line ou des top D-line, ça se prend très haut dans la draft, ça se paye très cher en free agents. Quoi qu'il en soit, pour moi, il faut tout brûler pour tout rebâtir. Tu vas pas rebâtir une maison sur des fondations pourries. Et vous, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez faire la même chose que tous les ans, mais en pensant que ça va changer. La culture Ravens, soit tu la reprends de zéro. Donc en plus, franchement, aujourd'hui, tu as des jeunes prometteurs en termes de coaching, que ce soit en universitaire ou même en NFL, qui sont vachement prometteurs et qui ont des identités Ravens compatibles. Et je pense que là, on est sur un nouveau chemin de croix. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure concernant McDonald quand il est parti. Là, c'est pareil. Là, ça va être un choix de direction pour la franchise. Soit on reste la bonne franchise à tonton, avec toujours les mêmes tronches depuis 18 ans et on change pas une équipe qui fait match nul. Ou alors, on se dit, voilà, on change, de toute façon, ça marche pas cette formule. Et on repart sur des bases neuves, quitte à prendre le risque, parce que tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu trouves, mais tu sais que ce que tu quittes, de toute façon, tu n'avances pas depuis 5 ans. Depuis 4-5 ans, tu es bloqué. Donc autant prendre un risque et essayer de te débloquer. Bah, honnêtement, je pense que sur le principe, je pense qu'on est un petit peu d'accord avec toi. Mais en fait, je pense que ce qui parle aussi, que ce soit pour moi ou pour Dax, c'est bah t'as que 4 mois de foot dans l'année, 3 si tu fais pas les playoffs. Donc en fait, bien sûr que en tant que fan, en tant que spectateur, tu te dis j'aimerais bien les voir gagner, j'aimerais bien voir des beaux matchs. Mais sur le principe, il y a la majorité des points que tu parles avec lesquels je suis d'accord. Oui, en Et effet, toi aussi, tu vas te refaire comme Lamar, tu vas te refaire une santé mentale, une saison, tu sais que tu vas pas non mais bien souffrir en sûr, je vois. janvier, une saison, tu sais que tu vas être tranquille, tu vas regarder les matchs en dilettante, comme l'année 2015, où on avait tous les blessés. Moi, je prenais du plaisir quand je regardais comme ça, tranquille, pas de pression. De toute façon, on sait qu'on va pas gagner, on sait pas qu'on va aller loin. Tu regardes, ah lui, j'aime bien, ah lui, je m'attache un petit peu parce qu'il est moyen, mais il a du cœur, donc le mec, il commence à faire un peu ça, tu aimes bien, machin. Et là, t'es en janvier, tu regardes les playoffs. T'es à l'aise, tu te dis pas, je vais me lever à 2 heures du mat pour voir les Ravens choke comme des tubs comme l'année dernière. Là, au moins, tu le vis bien. Et l'année d'après, t'es hyper excité parce que t'auras du changement de partout et que t'as l'impression que tu vas redécouvrir une nouvelle équipe. Et ça, mon gars, Non mais sur vaut mieux se laisser 1 an au frigo comme Lamar Jackson. Tu reviendras tout neuf l'année prochaine et tu verras, tu vas kiffer encore plus ton Non, sur le football. principe, je suis d'accord avec toi. J'aimerais beaucoup voir sauter Arbo, c'est clair. Et je pense que tu peux pas voir sauter Arbo si on fait en effet tout le temps la même saison. Là-dessus, je peux pas te contredire. T'as raison.
Mais vous savez que vous avez raison, le pire, c'est que ça va se passer comme vous le dites. On va faire un bon 9-8, tu vois, un bon truc de chips là comme ça, pour se faire défoncer en wildcard par les Chargers, tiens, par son frère. On a parlé des scénarios, idéal. Pour moi, le scénario qui va se passer, c'est celui-là, hein. C'est le scénario très probable, c'est celui où on va en playoff in extremis et on se fait sortir wildcard et terminé, hein. Il y a le Bon, en fait, on pourra jamais trancher ce débat parce que on va dire, c'est 2 stratégies de construction de franchise qui sont différents et c'est difficile d'évaluer lequel est le plus performant que l'autre. Je regardais là pendant que tu parlais Ben, les Eagles, parce que pour moi les Eagles, c'était un peu le contre-exemple de ce que tu disais. C'est-à-dire, toi t'as un peu la politique de toucher le fond pour mieux remonter à la surface, quoi. C'est quand tu regardes Cal Hamilton, comment ça nous a fait du bien de drafter haut, avoir un joueur de ce calibre-là, tu le trouves pas en 30e position, ce mec-là. Est-ce qu'on va pas le chercher avec le trade de... Non, c'est Linderbaum qu'on va chercher avec le trade de Hollywood Brown? Je Oui, sais plus. oui, Ouais, oui, c'est lui. avec les Cardinals qui sont en 25e position, si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, je regardais là l'historique de draft des Eagles. On va dire, il y a effectivement 3 années où ils touchent un peu le fond. 2021, 10e choix, ils prennent Devonta Smith. 2022, 13e choix, ils prennent Jordan Davis. 2023, 9e choix, ils prennent Jalen Carter. Alors, je suis pas sûr que c'est parce qu'ils ont vraiment touché le fond ou si c'était des échanges. J'ai plus le détail, mais Non, je pense qu'ils ont aussi des choix de joueurs qu'ils ont trade. Parce qu'ils ont fait Ouais, le il y a choix ouais, des c'est aussi, ça. à un moment, ils ont épuré aussi à un moment, hein, ce que je veux faire, hein. Ils sont libérés de gros contrats qui étaient plus que des noms et non plus des vrais playmakers. Et après, ça, ou Mark plus, Andrews. voilà. Et après, ils ont pris des risques aussi, hein. Là, tu me parles un peu plus. Si tu parles d'épuration, de changement du coaching staff, d'épuration des joueurs qui coûtent cher et qui sont plus performants, tu me parles davantage parce que on, on passe davantage dans le mode reconstruction. Mais en fait, c'est... Mais tu peux faire une reconstruction express, hein. Si tu fais Oui, je sais. une ou deux bonnes drafts, t'as Lamar Jackson. Lamar Jackson, il t'assure au minimum 6-7 victoires dans la saison régulière. Même s'il est mal entouré, même si c'est pas hyper talentueux autour, tu sais que tu as minimum 6-7 fois où Lamar Jackson, il te sauve le match et il va les prendre les trucs. Donc tu sais qu'après, tu fais une ou deux bonnes drafts où tu vas chercher un all-line, genre en troisième, quatrième tour, qui va être un starter très bon. Tu prends deux, trois premiers tours qui vont être vraiment pas mal en free agency, si tu te trompes pas trop. Enfin, les Ravens, ça reste une franchise qui est bien gérée globalement, avec quand même un front office qui est quand même hyper performant, qui est bien vu par les joueurs. Donc je me fais pas de doute qu'on sera pas sur une reconstruction à la Browns, une reconstruction de 70 ans. On va être sur une reconstruction sur 2 ans max pour moi. Et parfois même en un an, tu peux Les faire Bills. juste les bons choix avec tes bons coordinateurs. Encore une fois, hein, tu as du Zay Flowers, tu as du Likely, je pense qu'il va être signé, tu as du Darbourne, tu as du Stanley, tu as du Bateman. En défense, tu as quand même Starks, bon, on sait pas trop ce que ça vaut encore, mais tu as du Hamilton, tu as Mike Green, enfin, t'as Higgins, t'as du beau monde. J'allais dire t'as Madabuke, mais peut-être plus. Mais quoi qu'il en soit, le mec qui va prendre l'équipe, même si c'est en mode reconstruction, c'est de la reconstruction au level, hein. On est sur Sur des bonnes bases, ouais. ouais, on n'est pas sur une reconstruction où t'as pas de quarterback, t'as pas de, enfin voilà, les tranchées, c'est peut-être moins compliqué à créer que trouver le quarterback générationnel qu'on a, quoi. Non, mais en fait, en parlant avec toi, là, je suis d'accord sur quasiment tout. Je pense que la divergence, elle vient de l'importance d'un choix de draft bas. Dans le sens où c'est tellement difficile de faire mouche et de trouver un joueur qui est vraiment game changer à la Hamilton, comme on a hit avec Hamilton. Mais Sur les edge rushers, je trouve que tu as une vraie différence entre les mecs qui sont pris dans le top 15 et après le top 15. Après, on pourra, les gens qui regardent ou qui écoutent pourront aller vérifier par eux-mêmes, hein. Mais tu regardes aujourd'hui, la plupart des edge rushers dominants, c'est des mecs qui sont pris dans le top 15. ouais, en fait, c'est plutôt le top 5, j'ai envie de te dire. Et il y a malheureusement beaucoup de top 15 qui sont aussi des gros busts. Après, j'irai regarder avec toi quand on a fini l'enregistrement. On ira regarder le top 15 des 5 dernières drafts et on verra si ce que tu dis est vrai. Allez, vendu. Est-ce qu'on est bon pour nos scénarios catastrophes ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Moi, par contre, je suis curieux que les gens qui écoutent ou qui regardent mettent en commentaire leur scénario catastrophe ou idéal. S'ils sont team terre brûlée ou s'ils sont team continuité avec changement. Ouais, effectivement, ça peut être cool. Et ajouter un corbeau en tête du commentaire, comme ça on pourra les identifier facilement et savoir que vous avez pas triché. Donc OK, donc toi, pour toi Ben, le scénario le plus probable, c'est notre scénario, c'est Et ça? Celui malheureusement, je connais trop cette équipe, comme je disais, Lamar Jackson. Alors après, il est blessé, donc dans mon scénario idéal, Lamar Jackson finit sur injury reserve et ne joue plus beaucoup de matchs dans la saison. Mais je Il est pense qu'il va. blessé, il est très frustré. Il est très, très frustré. Bah oui, c'est pareil, lui, tu le vois dans l'attitude dans les matchs que c'est pas comme d'habitude. Bien sûr, tu le vois. Il jette le casque régulièrement. Tu sens il est pas comme d'habitude lui non plus. Ouais, bien sûr, c'est pour ça, à mon avis, il y a ça joue beaucoup, hein, à mon avis. Voilà, Cooper Rush, Pro Bowl, on l'échange contre un premier tour. Et là, c'est le scénario idéal. Bon bah messieurs, on continue, on va faire quand même la preview du match contre les Texans, ce dimanche à 19h au M&T Bank Stadium. Les 2 équipes, elles se sont affrontées 14 fois depuis leur création, 2002 pour les Texans si je dis pas de bêtises. Et à votre avis, sur ces 14 confrontations, les Ravens ont gagné combien de fois? Je pense qu'on a dû les poutrer un bon nombre de fois quand même. Je dirais 10 Allez, fois. un chiffre. OK, 10 pour Ben et toi Clément? Ouais, j'aurais dit 12. Ah putain, c'est 11. Ah, C'est 11 et les Ravens ont gagné les 6 derniers matchs contre les Texans, donc on est sur 6 victoires consécutives contre les Texans. Et pourtant, les Texans, ils commencent aussi mal que nous, ils sont à une victoire et 3 défaites. Ils ont affronté des grosses teams, les Rams, les Bucks, bon les Jaguars un peu moins, les Titans aussi. Ils ont gagné que contre les Titans d'ailleurs. Et donc après cette confrontation, il y aura une team qui sera à une victoire et 4 défaites, soit les Ravens, soit les Texans. Putain, Comment je revois ce que t'as dit à Elvin la semaine dernière. Il y aura une team en 1 et 3. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait exprès d'insister une deuxième fois là-dessus. Comment on commence cette preview, messieurs? Ravens Texans dimanche soir, ça va donner quoi? déjà, on peut dire que en tant que fan des Ravens, on peut regarder les Texans et dire il y a plus malheureux que nous. Parce que eux, ils avaient, avec saison rookie de Stroud, hype maximum, eux, ils doivent tomber de 1000 étages là, depuis l'année dernière. C'est que la gestion de leur O-line à eux, elle est particulière aussi, hein. On parle de la nôtre, mais celle des Texans, elle fait pas beaucoup plus rêver, hein. Je sais même, je pense pas que ce soit la gestion de la O-line, c'est les joueurs qui sont catastrophiques, quoi. Moi, ce qui me parle le plus, c'est la O-line parce que y a plus rien, il y a plus un mec quasi, enfin, il y a que des mecs mid, et les mecs mid, c'est les meilleurs joueurs de leur ligne, quoi. Et le pauvre Stroud, il a des targets, mais il y a plus de protection. Donc les Texans, c'est pas folichon, pourtant des mecs coréens, c'était plutôt un mec avec qui je voyais un beau potentiel de head coach, heu, qui est un très bon coordinateur défensif à l'époque aux 49ers, si je dis pas de bêtises, c'était aux 49ers. Et là, je comprends pas la direction que prend cette équipe. Qu'en Et très plus, ouais, perso ils avaient une sacrée hype parce que si je me trompe pas, ils ont perdu Nico Collins pour reprendre Stephon Diggs, hein, c'était ça, non? non, ils l'ont gardé Ouais. Nico Collins. Ils OK, l'ont je me suis signé. trompé alors. Ouais, Stephon Ah, Diggs, ils ont Stephon Diggs, aux i Patriots qu'il est parti. ouais, il est parti aux Patriots. Ouais, pardon. Il avait signé Heu, qu'1 an, je crois. Parce que ouais, moi ce qui m'avait surtout rendu triste, c'est que ouais, quand on les avait affrontés en play-off là, c'était l'année dernière, si je me Non, trompe l'année pas? d'avant, je crois encore. L'année d'avant, ça me rendait triste parce que c'était une équipe qui sortait quand même d'une grosse traversée du désert. Ils ont trouvé, quand même un QB qui est bon, hein, Stroud, c'est un bon QB et c'est vrai que comme tu dis, ils devaient avoir une hype depuis quelques années de se dire: «Ça y est, on sort enfin la tête de l'eau et on va peut-être pouvoir enfin voir du beau jeu». Heu, Après ce que je peux vous rassurer les gars, vous jouez Cooper Rush dimanche soir, vous jouez une défense claquée au sol, une OL claquée au sol, vous avez toutes vos chances. On peut vous relancer. On peut vous relancer à tout moment, on a fait la meilleure stat en carrière de Warzy alors qu'il revient de blessure. Pas de souci, comptez sur nous. Ouais et bon, il faut qu'ils s'inquiètent un peu parce qu'effectivement leur O-line n'est pas terrible, mais on a du gros pass rush à faire valoir dans la balance là.
Ah, est-ce que c'est pas le lancement de la carrière de Mike Green? Est-ce que c'est pas sur ce match-là qu'il va prendre confiance, Ouais, mais Elvin le m'a jeune? déjà dit ça la semaine dernière, putain, on est en train de le jinx, le pauvre Mike Green, là. Oh, chaque semaine, moi, je continuerai à y croire tant qu'il aura pas pété un premier sac, je je penserai que Mike Green reste un très bon pass rusher. Ouais, bon, pour moi, l'équipe des Texans, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, elle sous-performe parce qu'ils ont quand même des gros playmakers, Nico Collins, CJ Stroud, ils ont le, ils ont Nick Chubb qui est pas ouf cette saison, mais ils ont un petit rookie là, Marks, je crois. Ça vous dit quelque chose, non? Marks. Non, j'ai Ouais, pas je vu. vois, ici, là, j'ai vu, il a marqué, là, ce week-end, il avait marqué 1 ou Ouais, 2 TD, non? il a l'air pas mauvais en tout cas, je l'ai pris en fantasy, donc je croise les doigts. Je croise les doigts. Will Anderson, Daniel Hunter côté défense, Stingley, Pitré. Franchement, il y a des gros noms. Ils Je ont me du beau demande, monde, hein, ils ont du beau monde. je pense que ils ont sous-performé. Ils ont commencé quand même par des grosses équipes. Ils ont la défense qui est numéro 1 en scoring sur le début de la saison. Ils concèdent très peu de points. Donc, moi, je les vois largement favoris, surtout face à notre équipe qui est décimée. Cooper Rush a l'air d'être un bon backup, mais en pré-saison, il m'a pas du tout convaincu, donc j'y crois pas tellement. Le Il va... match, ouais, non, c'est vrai que on va passer au Factor X après, j'en parlerai après, là. Ouais, non, mais on peut y Après, aller justement. il fait une entrée pas dégueulasse contre Kansas City. Il est pas, c'est pas la folie, mais il te tue pas encore plus le match, quoi. C'est pas lui qui te. Attends, Non, mais j'ai la stat quelque part. Cooper Rush, là, c'est 13 tentatives, 9 passes réussies pour 52 yards. bon, en tout cas, c'est un backup qui a fait ses preuves à Dallas à l'époque. Je crois qu'il est en positif, hein. Il a un ratio positif de Oui, oui, victoire-défaite oui, en oui. tant que Il a backup. des stats globales qui sont plutôt rassurantes. Moi, j'étais assez content quand on est allé le chercher. C'est un QB2 solide. En pré-saison, il m'avait fait mauvaise impression, mais bon, ça veut pas forcément dire quelque chose. Mais on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet, messieurs. Votre facteur X sur ce match, votre chose à surveiller, on va dire, qui va être déterminant sur ce match. Ouais, écoute, Ben, tu veux commencer? ouais, vas-y, Non, vas-y, Ben. excuse-moi, Clem. Non, non, Vas-y, t'inquiète, Clems. y a pas de souci. Ok. Bah pour commencer dans ce cas, étant donné, même si Cooper Rush peut parfois avoir quelques éclats, pour moi, ce sera notre utilisation de Henry, en fait. Parce que toujours pareil, je crois que ça a été un de nos facteurs X déjà pour les matchs précédents. Mais en fait, voilà, exactement. Pour ceux qui C'est un sont sur maillot le de Jimmy podcast, Smith, ça? pour ceux qui sont sur le podcast, notre cher Dax a un maillot de Derrick Henry qu'il a brandi fièrement. Non, non, pour moi, ce sera l'utilisation d'Henry parce que en fait, moi, je me souviendrai toujours, quand on a fait jouer Snoop parce que Lamar était blessé ou quoi que ce soit, bah, on se servait, de ce qu'on avait à l'époque en coureur et c'était pas forcément glorieux, mais on le faisait quand même. On envoyait des Gus Edwards ou des Dobbins au casse-pipe. Bah, en fait, Freeman. là, ouais, Donta Freeman, pareil. Et en fait, là, t'as le meilleur coureur de la ligue de la saison précédente sur ton effectif. Si tu le fais pas jouer pendant que ton QB est blessé et que tu lui fais encore faire 8 courses sur tout un match, bah là pour moi c'est ça qui nous mettra dans le mal ou non, au moins offensivement. Ouais, j'enchaîne parce que, en fait, c'est un peu lié ce que je vais dire et après, je te laisserai la parole, Ben. Je me suis noté littéralement comme note: courir, 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 courir. Pour moi, c'est la seule façon dont on peut mettre des points, en fait. C'est balancer Henry, Keaton Mitchell, j'espère, faire des plays avec Justice Hill aussi. Et moi, honnêtement, je sais pas, hein, peut-être que Cooper Rush va me surprendre, mais dans mon scénario, on se retrouve à, allez, deuxième quart ou deuxième mi-temps, Cooper Rush est un bide total. On fait rentrer sur le terrain Snoop. Et pour moi, franchement, Snoop, on connaît son plafond, mais il a jamais été vraiment dégueulasse, quoi. On rate. Non, non, mais attendez, je vais pas vous vendre Snoop comme le sauveur des Ravens, mais on rate un match des playoffs contre une grosse équipe des Bengals sur un fumble à la fin, on n'est pas loin de l'accrocher, quoi. Le fumble, il Donc, me hante encore avec ses mains en avant là, c'est une Mais horreur. on l'accroche grâce à la défense, pas grâce à Snoop.
tout cas, il a pas été, un obstacle. On Sur ce match-là, de mémoire, on met 17 points. Ouais, non, mais c'est un truc comme ça, je crois, mais Voilà. Les hommes montent, les chiffres non. en tout cas, je pense que, Snoop est plus adapté à notre système offensif et ce serait beaucoup plus logique de le faire jouer, surtout avec des coureurs de talent comme on a. Pour moi, en fait, c'est la seule façon dont on peut tenir contre les Texans, ça va être la course. Ben? Moi, ça va être la capacité, de notre O-line à survivre au duo qui pour moi, je pense, c'est ce qui se fait de mieux en NFL, de edge rusher, Hunter Anderson. Donc Hunter, le vétéran, Anderson, en 3e, 4e année, qui était drafté étonnamment dans un top 15 draft, ces dernières années, qui est un dominant. Bah, attends, Heu, il est numéro 1, numéro 2 aussi. ah bah, c'est numéro 1, numéro 2, c'est dans le top 15, hein. Et qui du coup, eux ne sous-performent pas, qui sont, très forts. Je crois que niveau stats, ça noircit bien la feuille de stats et quand je vois l'état de notre line avec alors Stanley en moins, plus, ce qu'on fait depuis le début de saison. Cooper Rush, il a pas la mobilité de Lamar, on va pas se mentir. Je pense que alors moi, contrairement à vous, si on fait un jeu trop stéréotypé, je pense que Derrick Henry, il va manger des courses de 2-3 yards à chaque fois, pas plus. Et je pense que les 2 là, les 2, ça va être compliqué de les contenir et de pouvoir avancer sur le terrain, que ce soit à la course ou à la passe, parce que je pense qu'ils vont nous faire très, très mal et j'espère, un match référence pour Rosengarten, même si là, je commence à avoir des doutes sur cette saison, en tout cas. Pour moi, justement, si tu mets Snoop en système read option, petite passe très courte et menace de run, de Snoop et de Henry, ça peut marcher. Ouais, je sais pas, déjà des red options, on en fait plus tant que ça, déjà. Ouais, mais alors ça, je me demande, enfin, là, je vais partir un peu en sucette, mais si la blessure de Lamar est plus sérieuse et qu'il la traîne depuis le match contre les Bills, ça expliquerait qu'on fasse pas beaucoup de run option. Et surtout que, enfin, après ça, c'est les goûts et les couleurs, mais Snoop, moi, il me fait flipper. Quand il a la balle dans les mains, il peut tout se passer, hein. Il peut tout se passer positif, mais il peut tout se passer Ouais, et c'est clair. il a pas trop conscience, de son corps et de la situation. La géométrie dans l'espace, tant que c'est pas totalement maîtrisé et il est capable de faire un spin move, et de se retrouver face à un edge rusher, quoi. Donc, Huntley, tu ta petite hype. Est-ce que tu l'as dans ta fantasy, poker? Je sais pas. Mais moi, je serais plus serein avec un Cooper Rush qu'avec un Tyler Huntley, derrière le centre, hein. Clem, quelque chose à ajouter? Ouais, je suis un peu Clem, il m'a partagé dit parce en off, il m'a dit qu'il voulait Leary. Il voulait qu'on re-signe Leary et qu'il sentait qu'il pouvait nous amener à la victoire. Ou Johnson? qu'on sorte, Robert Griffin III, de sa petite loge de présentateur là. Shit. Non, non, franchement pour le coup, je suis un peu partagé parce que oui, Snoop, il y a des moments où il nous a régalé parce qu'il a fait quelques petites actions comme ça qui étaient sympas à regarder, parce qu'on n'avait pas du Lamar à se mettre sous la dent, j'ai envie de te dire. Maintenant, Cooper Rush, disons que j'ai pas eu le temps de voir ce que pouvait donner Cooper Rush sur, la catastrophe de fin de match qu'on a pu avoir, contre les Chiefs. Heu, mais pour moi, le quarterback sera pas déterminant. Ce sera vraiment notre capacité à jouer à la course et aussi comme l'a dit Ben, il a parlé de l'OL, je vais parler des lignes en général, ce sera notre capacité, à avoir des lignes qui tiennent la route, même si j'y crois pas une seule seconde. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la défense va pas tenir et que ça va être une course, derrière le score des Texans? Ah oui! Bien sûr. Parfait. On va terminer sur, le petit moment prono. Ben, bravo, il prend 2 points la semaine dernière avec son pronostic. Il avait pronostiqué une défaite 24-31 et on a perdu 20-37. C'est donc celui qui se rapproche le plus du score, réel. Pierre prend 1 point parce qu'il avait prono une défaite et Clem et moi, on est, les fous ou les optimistes Les à 0 bénis, oui, point oui. derrière. Moi, j'avais parlé d'une égalité parfaite. Toi, tu l'avais cherché. Ouais, j'avais un peu cherché. En tout cas, en tête du classement, c'est Ben avec 4 points, Pierre derrière avec 2 points et Clem et moi
on ferme ce classement avec un seul point pour le moment. Aïe, aïe, aïe. Honneur à l'absent. Vous, ça sert à rien de tanker, les gars. Hein. Vous, il n'y a pas de draft. Hein, donc, vous pouvez y aller. Hein. La saison est encore longue. Honneur à l'absent, Pierre m'a transmis son prono. Il a pronostiqué une victoire, 34-17. Je vais creuser l'écart. Ben, à toi. Défaite. Défaite 28-17. Clem. 35-20 défaite. J'ai pronostiqué aussi une défaite à 20-23. Donc pour une fois, on est assez éloignés, nous quatre. Il y en aura forcément un qui aura raison, sauf si on part en prolongation 24-24. Moi, je vois bien un petit 28-17 avec Arbo qui dit en conférence de presse, vous voyez, on a pris moins de 30 points, la défense va prend le bon chemin. On a pris que 3 interceptions, c'est un bon début. Super messieurs, on va boucler le podcast. Je vais juste, Pierre m'avait transmis un petit message avant le podcast. Je vais juste donner ces petits points parce qu'il m'avait dit, juste au cas où, les seuls points positifs que j'ai notés du match contre les Chiefs, c'est le travail de Mike Green malgré l'utilisation qu'en fait Zach Orr, l'abnégation de Tavius Robinson, le leadership de Hamilton, qui est le seul cadre qui a eu les couilles de se présenter à la conférence de presse post-match, et le fait que Justice Hill ne lâche rien. Ce sera le petit mot de Pierre pour... Et gentil, Pierre, il doit travailler à Disneyland Paris, lui, c'est sûr. C'est lui qui doit être déguisé dans le costume de Mickey, c'est sûr. Et on a besoin d'avoir toutes les mentalités pour équilibrer un peu la vibe au sein du podcast. S'il y a que des négatifs, ça marche pas. Il parle d'un truc qui est très vrai, on n'a pas discuté, c'est en termes de leadership, il n'y a aucun mec qui a voulu répondre aux journalistes, si ce n'est lui. Même Oda Fewe, il a laissé des undrafted parler pour l'équipe. Donc là, ça montre aussi que les joueurs, on parlait de lâcher le coaching staff, lâcher la saison, lâcher je ne sais quoi. C'est des signes qui sont quand même assez révélateurs et Ça va qui, dans le sens, ouais. Ouais, elle était assez lunaire cette conférence de presse post-match avec des troisièmes couteaux qui venaient répondre aux questions et les micros qui ne marchaient pas. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, messieurs. On est sous les 1h30 cette semaine. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour clore le podcast? on sera sur road to tanking. La team tanking, sachez qu'on est ensemble. Pas grand chose à rajouter, si ce n'est, je ne sais plus quoi espérer. Et je vais peut-être que la semaine prochaine, si on perd, je vais rentrer dans le train de Ben. Bon bah, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Tiens, laissez un second commentaire si vous êtes arrivés au bout. Team tanking ou team playoff? Oh là là, on va voir si nos viewers ont du bon goût. Allez, bah bonne semaine, messieurs, et puis bon match contre les Texans et go Snoop, hein. Ouais. Go Cooper Rush? Non, je sais, j'ai pas envie de dire ça. Go Derrick Henry, voilà. Allez, ciao. À la prochaine. À plus.